Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast All d'entraînement, épisode numéro 9. J'espère bien sûr que tout le monde va bien, que le podcast sera le plus intéressant et le plus efficace possible, encore une fois, pour répondre à toutes les questions. Il y a eu pas mal de questions, donc on va voir au fur et à mesure. Je le dis peut-être à chaque fois dans les podcasts au début, mais merci encore une fois pour les retours que j'ai pu avoir sur, que ce soit Spotify au fait, ou YouTube, dans tous les cas, c'est les deux plateformes où je suis dessus. Des bons retours, des commentaires. Si jamais tu es sur YouTube actuellement, bah, n'hésite pas bien sûr à laisser un commentaire pour dire ce que tu en as pensé, mettre le petit like bien sûr. Et si tu écoutes le podcast sans être abonné, bah, n'hésite pas à t'abonner. Si tu m'écoutes sur Spotify, là tu peux mettre les 5 étoiles. Tu peux laisser aussi un commentaire normalement sous la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Mais en tout cas, voilà, bonne écoute. Et merci encore pour tout le soutien et content de voir que les podcasts plaisent. Je vais pas non plus le redire à chaque épisode, mais voilà, le but c'est de pouvoir aider un maximum de personnes avec le podcast, que ce soit dans le domaine du bodybuilding, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi un petit peu si possible, et dans le domaine en général vraiment de la progression. Donc, pouvoir progresser sur un maximum de points, un maximum de sujets aussi, ça reste le plus important. Je suis content de savoir que du coup bah, j'aide un maximum de personnes et je peux continuer à aider un maximum de personnes. Les retours sont de plus en plus positifs, les vues sont aussi un peu plus hautes sur les podcasts, donc ça veut dire aussi qu'il y a un engouement qui se crée, qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde, il y a aussi de plus en plus de questions, donc c'est tant mieux pour ça, et c'est vraiment, vraiment cool là-dessus. Donc concernant les questions, j'ai eu des questions qui sont sur Instagram du coup, donc sous la vidéo. Des fois, si on a, dans l'ancienne vidéo du coup, bien sûr, si on a, bien sûr, je les traite. Et sinon, les questions viennent de Instagram. Donc si tu ne suis pas sur Instagram, passe me suivre sur Instagram, @flowptr. FlowPTR. C'est là généralement que je pose la boîte à questions quelques jours après le podcast à peu près pour avoir les questions pour le prochain podcast. Et c'est là que je les traite de toute façon. Donc c'est là vraiment que voilà, la boîte à questions sert à ça, pouvoir trier ensuite les questions et pouvoir les répondre bien sûr dans ce podcast-là. Bon, du coup, j'ai l'impression d'être super mec quand je me vois dans le retour caméra avec le poids perdu et ma tête qui est de plus en plus maigre et mon cou. Je sais pas si c'est le t-shirt ou quoi, mais on va commencer. C'est pas le but du coup j'allais dire de la vidéo, mais du moins du podcast. Concernant la première question. Alors la première question c'était quelle quantité de légumes et fruits recommandes-tu pour pas plomber la digestion, mais pour avoir des micros? Alors, ce que j'ai l'impression un peu par cette question, parce que je vois des fois ces questions un peu revenir, etc., c'est un peu le fait de tu ne manges pas à ta faim et du coup tu essaies de compenser justement la faim par beaucoup de légumes pour ne pas avoir trop faim. Parce que c'est une question aussi qu'il y a eu un petit peu avant, c'est un podcast vraiment dédié à ça pour ne pas crever la faim. Ce qu'il faut savoir, c'est que si actuellement ton objectif est un déficit calorique, qu'il est poussé, que ça fait un moment que tu es dedans et que tu as faim, c'est normal au final. Ça fait partie un peu du processus. Avoir faim, c'est totalement normal. Maintenant, si ton objectif, c'est pas spécialement d'avoir faim, mais qu'en fait tu te restreins, là ça peut être aussi une chose qui n'est pas forcément évidente. Ok, le but, c'est jamais de crever la dalle vraiment énormément. Si ton objectif, c'est la progression. Au début d'une prise de masse, ça peut être normal d'avoir faim et d'avoir très faim et de pas forcément manger à sa faim. Mais au fur et à mesure du temps, l'appétit est censé euh, venir et se réguler, même si voilà, la faim fait partie du process dans la plupart des cas, et ne pas et avoir encore faim en prise de masse, comme je peux le dire souvent, c'est une très bonne chose justement pour t'assurer que tu peux facilement, si besoin, monter les calories si jamais tu as le poids qui stagne. Donc, la quantité de légumes, généralement, au niveau des légumes, pour avoir vraiment des fibres, déjà, on va regarder entre 10 à peu près, ça dépend des personnes, 15, mais c'est plutôt rare, entre 10 et 15 grammes du coup, de fibres pour 1000 calories. Le but, c'est pas de les dépasser, c'est pas de les exploser, c'est pas de te blinder de légumes pour avoir tes calories, parce que le but, c'est quand même d'avoir aussi des calories qui viennent d'autres choses, du riz, de l'avoine, etc. Sera tout autant important. Généralement, quasiment peu importe les calories que tu as, de toute façon, vu qu'il y aura par exemple du riz, il y aura des pâtes, il y aura de l'avoine, les fibres, la plupart du temps, tu les auras, si tu as des fruits, etc. Donc, moi, généralement, ce que je recommande en termes de légumes, c'est 150 par repas. Simple, efficace. Tu mets 150 grammes le midi, par exemple, tu mets 150 grammes le soir, ça te fait 300 grammes de légumes, avec des bons légumes, que ce soit des légumes congelés ou des légumes du jardin. Ça suffit amplement. Et à ça, tu peux rajouter, alors selon les calories que tu as bien sûr, entre 1 à allez, 3 fruits par jour. Tu vois, typiquement 100 grammes de framboise, un kiwi par exemple et une banane. Déjà, ça, c'est très bien. Pour moi, c'est largement suffisant. Ça te permet d'avoir des bons micros et ça te permet justement de ne pas plomber ta digestion parce que tu as trop de fibres. Parce que le but, c'est pas justement d'en avoir trop et de se blinder d'assiettes de légumes, d'avoir 300 grammes de salade, 2 tomates parce que justement tu as faim. En fait, le but, c'est
même si tu as faim, c'est pas de te blinder le ventre pour ne plus avoir faim et justement risquer d'avoir un ventre qui est toujours ultra gonflé. C'est pas forcément top pour la sangle, c'est pas bien sûr top pour l'assimilation et c'est pas forcément top non plus pour la digestion. Donc ce qu'on cherche bien sûr lors d'une sèche, c'est pas forcément à tout prix avoir faim, c'est même bien, tant mieux si tu arrives à aller loin dans ta sèche sans avoir trop faim, mais sur la fin, c'est normal que la faim commence à tirer un peu. Parce que tu ne peux pas compenser tout le temps par des légumes. Et si tu es quelqu'un d'intelligent, effectivement, tu ne compenseras pas que par des légumes, justement. Voilà. Se fier un peu à ce que j'ai dit, ça me semble assez efficace. Pour moi, c'est une règle qui est assez simple. Tu gardes vraiment ces 150 grammes de légumes. Le midi et le soir, ça te fait 300 grammes. Allez, tu peux monter à 350 à la rigueur par jour. Ça bouge pas, ok? Que ce soit en sèche, en prise de masse, généralement ça ne bouge pas. Et les fruits, du coup, tu vois, tu pars du principe que selon les calories, comment elles montent, tu augmentes. Au début, tu commences par 1, genre 100 grammes de framboise. Ensuite, tu rajoutes une banane. Et une fois que tu peux, tu rajoutes un kiwi. Et si les calories commencent à descendre, bah, tu commences à supprimer ta banane. Puis tu supprimes ton kiwi. Tu te retrouves plus qu'avec les framboises. C'est pas le plus optimal, bien sûr. Mais à partir d'un moment où tu es bas en calories et que tu en sèches, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices et il faut faire aussi ce qui te tient le plus un peu au ventre, bien sûr. Tu vois. Donc, et qui n'est pas non plus trop calorique. Une banane, c'est bien, ça peut tenir au ventre, mais ça reste quand même beaucoup plus calorique que des framboises. Un kiwi, c'est bien, mais si tu peux avoir des glucides plutôt par des pommes de terre ou par du riz, c'est plus intéressant quand même d'un point de vue aussi de satiété. Donc ça, c'est important de jouer là-dessus et de faire en sorte que ça ne dure pas éternellement non plus, que ça descende progressivement et que tu ne coupes pas bien sûr tous tes apports du jour au lendemain aussi, parce que ça c'est très important. La question suivante, c'est comment arriver à bien se mettre dans sa bulle et être concentré quand il y a beaucoup de monde. Ça, c'est une question qui est très 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 intéressante. Il faut savoir que je ne pense pas être un expert pour répondre à cette question, parce que moi-même, quand il y a beaucoup de monde, j'ai énormément de mal à me mettre dans ma bulle. Énormément de mal. Dès que je commence à être dans mon exercice et que je vois, parce que souvent quand il y a beaucoup de monde, il y a forcément des gens qui vont être là, on ne sait pas pourquoi. C'est souvent ça dans la salle de sport, qui vont bouger sur le côté et tu verras dans ton champ de vision, etc. pendant ton exercice. Donc ça peut être extrêmement déconcentrant et extrêmement chiant. Je le sais à quel point c'est chiant vous entrez dans une salle potentiellement où il y a beaucoup de monde. Donc, au-delà du fait d'avoir un bon casque, si jamais les écouteurs ne suffisent pas, déjà, il faut essayer d'avoir un casque ou des écouteurs au maximum qui sont réducteurs de bruit, que tu n'entendes rien autour de toi. Tu n'entends pas la musique de la salle, tu n'entends pas les gens qui parlent, tu n'entends pas tout ça. Tu restes vraiment avec ton casque. Si tu as besoin de conserver ce casque tout le long de la séance pour être sûr que la fin de la fin de ta série, par exemple, quand tu te concentres, etc., ou que tu as fini ta série. Moi, je sais que généralement, quand j'ai fini mes séries, j'aime bien par exemple enlever mes écouteurs ou couper ma musique parce que ça me permet un peu de sortir un peu et de déstresser un peu. Si tu as besoin, toi, de rester là-dedans, eh ben fais-le. Change juste la musique. Veille juste avoir une musique en fait euh, qui te laisse concentrer, on va dire, mais qui te permet aussi d'être un peu plus calme en termes de palpitations et en termes de concentration nerveuse. Et ça, c'est important. Donc, avoir un casque ou des écouteurs qui vraiment sont réducteurs de bruit, ça, c'est très important. Et ensuite, si jamais, ça peut être utile, si vraiment il y a beaucoup de monde. Parce qu'en fait, le fait de se mettre dans sa bulle, c'est pas forcément le plus compliqué d'être dans sa bulle. C'est surtout le fait de rapidement sortir de cette bulle si jamais tu es sur un exercice et tu vois quelqu'un passer. Donc déjà, quand tu arrives à la salle, que tu vois qu'il y a du monde, pas de stress. Okay, c'est comme ça, tu le sais, ça fait partie du truc, tant pis. Tu souffles un grand coup, tu y vas, tu dis bon, qu'il y aura du monde. Ça peut t'aider sur certains exercices, alors pas sur tous, mais ça peut t'aider en fait de fermer les yeux. Okay, tu arrives sur ton développé épaule par exemple, tu vois, tu regardes vers le haut, tu fermes les yeux, tu dis que si quelqu'un passe devant toi ou quoi que ce soit, bah, tu le verras pas. Et ça peut être très intéressant, surtout les mouvements qui sont guidés, où tu n'as pas forcément besoin d'avoir une bonne perception de l'espace, on va dire, comparé par exemple à un soulevé de terre ou un RDL, où ça peut être intéressant justement de garder cette vision du sol, etc., pour être sûr que ta tête reste bien alignée. Mais si tu es sur un mouvement où c'est pas obligatoire, ça peut être intéressant. Donc vraiment pour se mettre dans sa bulle, que tu ailles à la salle en étant prêt à y aller. C'est-à-dire que tu sais que c'était cet horaire-là, tu sais que tu as pris correctement ton pré-workout, tu t'es préparé par exemple avec de la musique, tu as bu un truc, bref, peu importe. Ça, c'est un premier pas pour se mettre dans sa bulle. On s'en rend pas compte, mais pour vraiment réussir une séance, la séance, ça commence avant la séance. Tu vois, moi, typiquement, je sais que ma séance, elle est par exemple à 13h. À partir de mon début de pré-workout, plus ou moins quand je commence à manger, genre 11h15 comme ça, 11h30, moi je suis déjà limite dans ma séance, tu vois, je suis déjà concentré, je sais déjà plus ou moins ma séance, je sais plus ou moins ce que je vais chercher à faire, je sais l'exercice, etc. Donc ça c'est important, vraiment y penser avant, ça se permet de te mettre dans ta bulle. Une fois que tu arrives à la salle, tu te concentres vraiment sur, ok,
Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Il y aura du monde, peu importe, c'est pas grave, je mets ma musique, je ferme les yeux, j'y vais, je me concentre. Et une fois que tu es sur ton mouvement, pour rester dans cette bulle justement, concentre-toi sur le mouvement, la musique, ferme les yeux et pousse fort. Ok, c'est aussi simple. Non, pas forcément, je sais à quel point ça peut être pas évident. Et si jamais tu peux, si tu as la possibilité de tester d'autres horaires, profites-en, essaye d'autres horaires. Et si vraiment tu as à côté de toi, peut-être aussi, en fait, si ça t'aide pas à la progression d'avoir vraiment cette bulle à chaque fois que tu sors de ta bulle et qu'il y a beaucoup de monde. Je sais pas par exemple où tu habites, mais si tu as la possibilité de voir s'il y a d'autres salles. Alors actuellement, si tu es à Fitness Park et que tu as un Basic Fit à côté de chez toi, je pense reste au Fitness Park, c'est quasiment sûr. Au niveau de l'équipement, tu seras beaucoup mieux. Mais si par exemple tu as proche de chez toi, même si c'est honnêtement 10 minutes de route en plus, mais que tu as une petite salle qui est bien équipée, où il y a peut-être un peu moins de monde, où c'est un peu plus cool, où les gens ils sont moins chiants, vas-y. Vraiment, si ça t'aide à la progression de changer de salle, même si tu vois, le matos il est peut-être alors bien équipé, pas forcément autant qu'un fitness park, mais quand même bien équipé, que tu as ce qu'il faut, tu arrives quand même à avoir voilà, un hack, une presse, etc., ce genre de choses. Vas-y, même si tu as un peu plus de route, que ça prend un peu plus de temps, ça te permet sur le long terme de progresser plus et que tu souhaites progresser, ça peut être un très très bon facteur de progression justement de changer de salle et tu ne regretteras jamais ton choix si tu te sens bien dans la salle, tu te sens comme à la maison, tu te sens sur des gens qui sont pas cons, tu vois, qui viennent pas t'embêter pendant une série par exemple ou qui viennent pas faire les oeufs, je sais pas quoi, ou les cons vraiment en fait à côté de toi pendant ton mouvement. Ça peut être aussi très bien et surtout s'il y a aussi moins de peuple en fait dans la salle, ça t'aidera aussi à te mettre plus facilement dans ta bulle. Donc ça peut être aussi un bon point. Les écouteurs ou le casque anti-bruit, fermer les yeux si besoin sur les mouvements, simplement te dire que ok, là j'y vais, j'ai pas le choix, c'est comme ça, ou au pire changer de salle si possible. Ça peut être aussi un très bon point. Et je pense que c'est quelque chose que s'il y avait d'autres salles ou quoi, ou s'il y avait ce problème-là, j'aurais pas hésité à pouvoir changer de salle, même si c'était pour faire un peu plus de route, bien sûr, pour vraiment être certain que ma progression en fait soit assurée sans souci pendant mes entraînements. La troisième question, c'était y a-t-il un volume max par séance ou groupe musculaire à ne pas dépasser niveau récup, fréquence x 1 et 2. Alors, concernant cette question-là, j'ai essayé un peu de réfléchir un peu bien là-dessus pour y répondre, pas directement comme ça du tac au tac avant de lancer comme ça la caméra. Sur ça, ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, ça va dépendre de naturel ou non. Ça va dépendre de à quoi ressemblent aussi tes mouvements, à quoi ressemblent tes exercices. Parce que ça, c'est important aussi. Entre un exercice où vraiment tu vas chercher à avoir une excentrique bien contrôlée, gérer correctement ton mouvement, être certain que si tu fais les pecs, c'est tes pecs qui ne travaillent pas autre chose, être certain que tu restes bien du début à la fin sur une excentrique qui est la même, que en fait, c'est vraiment que ta concentrique qui est différente. Et une autre où tu vas pas retenir l'excentrique, tu vas te laisser tomber, tu vas rebondir, etc. sur tes tendons, etc. Ça n'aura pas le même impact sur ta récupération, ça n'aura pas le même impact sur tes tendons, sur tes muscles que si tu faisais gaffe. Ça aussi, c'est important. Et le dernier point, c'est ton niveau d'expérience. Parce que plus tu vas avancer dans le temps, plus en fait tu vas être de moins en moins, si tu t'entraînes bien, que tu t'entraînes fort, en étant même naturel au final, on va parler de ça parce que c'est le but aussi. Et je ne sais pas forcément comment ça se passe au-delà de ça, si jamais sur la récupération, etc. Si tu es naturel sur tes mouvements, que tu t'entraînes vraiment correctement, que tu commences à mettre lourd avec un bon mouvement, j'entends bien, lourd avec un bon mouvement, donc excentrique contrôlé, c'est uniquement ta concentrique qui est différente de la première à la dernière, mais sinon ton excentrique est la même, ton tempo est la même, tu es vraiment bien sur tes mouvements, automatiquement, ton volume va être de plus en plus, peut devenir de plus en plus bas, mais sera de plus en plus impactant, on va dire, pour ta masse musculaire, parce que justement, tu sauras solliciter correctement tes muscles. Donc ça dépend. Ça dépend de ton temps de pratique. Maintenant, il n'y a pas forcément de volume maximum. À partir du moment où tu peux l'encaisser, tu peux y aller. À partir du moment où tu récupères bien, tu peux y aller. Maintenant, c'est pas l'encaisser sur 2 ou 3 mois. C'est l'encaisser sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., etc. C'est ça qui serait important, parce que la progression, elle se fait pas genre sur un test de 3 4 mois. Elle se fait vraiment sur le long terme. Donc, tu peux commencer avec un volume un peu plus haut, descendre progressivement. Pour moi, il n'y a pas de maximum vraiment. À partir du moment où tu es capable d'aller encaisser du volume, que derrière tu dors correctement, tu manges correctement, tu te reposes, tu fais tout ce qu'il faut,
es capable d'encaisser, tu peux encaisser potentiellement un gros volume. Ça dépend en fait de ton temps de pratique, ça dépend de tes exécutions, ça dépend de tes mouvements, etc. Ça dépend de tes groupes musculaires. Il y a des moments où peut-être que c'est sûr que si tu as un groupe musculaire qui est vraiment très en retard, il devra encaisser plus de volume qu'un groupe qui est en avance. Et c'est là que ça serait intéressant justement de réduire le volume sur le groupe en avance pour avoir en fait un muscle qui va un peu stagner, parce que c'est un peu ça au final le bodybuilding, tu vois, un peu stagné, mais qui va te permettre en fait d'avoir toute la patate et l'énergie nécessaire pour mettre du volume par exemple sur un autre groupe musculaire, pour lui vraiment progresser, rattraper en fait au final ce muscle qui était en avance et avoir un physique à la fin qui est homogène, et où là tu vas pouvoir jouer justement avec ce volume en te disant, ok, imaginons mon dos était en retard mais jambes en avance. Chose qui est souvent l'inverse, mais quoique le dos, ça dépend. Tu vas pouvoir te dire, ok, bon, bah là, mon dos, je vais l'envoyer, tu vois, 2 fois par semaine. Je vais mettre l'accent dessus. J'aurai peut-être une séance, par exemple, pull, une séance pull legs, donc avec des jambes ischio et aussi du dos, 2 fois par semaine. Donc ça va être quelque chose où tu vas encaisser du volume. Mais c'est certain qu'au niveau de ta récupération, ce ne sera pas la même chose qu'avoir 2 pushs. Tu vois, 2 pushs par semaine, les pecs, c'est un plus petit muscle que le dos. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder, en fait, sur ta récupération. Enchaîner 2 pushs par semaine, ce sera potentiellement moins difficile pour la récupération que d'enchaîner 2 pulls par semaine. Simplement parce qu'en fait, le muscle n'est pas le même. Les charges que tu vas utiliser ne seront pas les mêmes. L'impact en fait que ça va avoir sur ton nerveux ne sera pas le même. Tu vois, entre généralement un bon développé couché et un rowing, les deux sont impactants, oui, mais on voit bien la taille du muscle en général. Les pecs comparé au dos, ça n'a pas la même taille. Donc au niveau de la récupération, ce ne sera pas du tout la même chose. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se donner à fond sur les 2 muscles. Tu vois, ça c'est important. Donc en fait, ça dépend de ce que tu es capable d'encaisser. Ça dépend les exercices, ça dépend comment tu t'entraînes, ça dépend en fait le temps de pratique que tu as. Comme j'ai dit, plus tu vas avancer potentiellement, moins tu auras besoin d'énormément de volume. Là où avant tu étais capable de faire 3 séries, bah, possiblement que tu en feras plus que 2. Et en fait, les 2, elles seront beaucoup plus difficiles que les 3 séries que tu faisais avant. Et progressivement, ton intensité va monter. Il ne faut pas vouloir, dès le début, s'entraîner avec très peu de volume si justement tu n'es pas capable de maximiser ce volume avant tout. Okay, donc pas forcément de maximum. C'est toi qui dois te sentir, voir si tu dois clairement, nerveusement, tu es fatigué tous les mois, tous les 1 mois, parce que c'est trop compliqué pour toi, alors effectivement, il y a sans doute trop de volume. Si tu commences à avoir besoin d'un deload tous les entre 2 mois et 3 mois, plus ou moins, ça me semble déjà plus cohérent. Et c'est là que tu peux te dire que, ok, le volume que tu as là, c'est un bon volume, tu vois, mais tu as quand même besoin de récupérer derrière, donc tu peux garder ce volume-là. En fait, c'est vraiment à toi de doser et de voir ce qui te convient le mieux, mais aussi et surtout de le garder sur la durée. Donc ça, c'est, comme j'ai pu dire, important. C'est pas genre 2 3 mois, c'est vraiment potentiellement est-ce que tu es capable de le garder sur 1 an, sur 2 ans, etc., pour progresser au mieux par la suite. La quatrième question, c'est comment tu standardises tes reps sur une chest press ou sur des chest press, par exemple, quand tu ne peux pas toucher la butée. Alors sur cette question-là, c'est important d'avoir des répétitions qui soient plus ou moins les mêmes. Maintenant, chercher à tout prix à standardiser, que ce soit par exemple avec son nez, que ce soit avec des poids posés au sol, que ce soit avec je ne sais pas quoi, je ne pense pas que ce soit à tout prix obligatoire. En fait, ce que tu vas chercher surtout à faire, quand tu peux pas standardiser comme ça tes mouvements, c'est te filmer. Te filmer sur tes sets de chauffe, te filmer sur tous tes sets de chauffe et te filmer sur tes sets de travail. Et voir en fait s'il y a une grosse différence ou pas. Si tu commences sur tes sets de chauffe à avoir une bonne amplitude, okay, les coudes qui vont assez loin derrière, par exemple sur ta chest press, mais sur ton set de travail, tu n'as plus du tout la même amplitude, là du coup ta standardisation, pardon, elle ne sera pas la même et elle ne sera pas bonne. Donc, c'est pour ça que ça va être important de te filmer toujours au même angle et au fur et à mesure te rendre compte vraiment que, tu vois, c'est un peu comme au bout d'un moment, tu vois, c'est un peu machinal. À force de faire, tu es capable de te rendre compte dans l'espace quand ton bras il est très proche de tes pecs ou s'il est très loin. Et ben en fait, c'est un peu ça. Ta standardisation, si tu peux pas vraiment l'avoir de façon au toucher, par exemple, et ben tu vas vraiment l'avoir au final la sensation et en te repérant en fait dans l'espace. Tu vois, il y a énormément de chest press très bonnes où tu peux pas forcément avoir de standardisation. Je pense à la gym Leco par exemple, où si vraiment tu vas chercher à toucher la butée derrière, bah, tu vas t'arracher un pec. Et pourtant, bah, c'est des très bonnes chest press et c'est totalement possible de progresser dessus. Et bah, là, ça va être un peu la même chose. Tu te filmes et tu cherches à pousser, étirer au maximum, contracter au maximum et suivre vraiment sur ta vidéo
sur ton warm-up et sur tes sets de travail, à quel point il y a une différence ou non. S'il n'y a pas de différence, que tout est bon, tu continues à progresser dessus, mais tu continues à chaque fois à te filmer pour vérifier que, ok, tu as gratté 2,5 par exemple, mais est-ce que tu as gratté 2,5 parce que tu n'as pas eu 2 cm d'étirement, ou est-ce que tu as gratté 2,5 parce que en fait, ton étirement est le même et en fait, au final, c'est exactement la même chose. Et ben voilà, tu te filmes, tu suis ça, tu notes, tu regardes et tu adaptes au fur et à mesure, surtout quand tu ne peux pas standardiser la chest press ou une chest press par exemple. Mais il ne faut pas forcément voir ça comme un mauvais exercice ou comme une mauvaise machine. Ne pas pouvoir standardiser ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le mouvement. C'est simplement qu'il faudra adapter un peu sa standardisation avec, avec la vidéo, avec un peu la sensation aussi, avec la repérage un peu d'où tu es placé en fait dans l'espace principalement. C'est ça qui sera, selon moi, le plus important, au-delà de fait de toujours penser à tout prix standardiser. Si tu peux, c'est bien. Si tu peux pas, c'est pas dramatique du tout. Et à partir du moment où tu te donnes à fond et correctement dessus, ce sera largement suffisant pour pouvoir progresser dessus. Question suivante. Comment s'est effectuée la connexion avec l'Imperium et pourquoi avoir choisi de le rejoindre? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant dans le podcast, je fais maintenant partie depuis plus d'un an, ou bientôt un an, pardon, de l'Imperium, donc le forum de bodybuilding francophone, le vrai forum au final de bodybuilding francophone, où on est maintenant 8 coachs. 8 coachs professionnels, la plupart sont bodybuilders, ont remporté des titres, ou du moins j'en fais partie, où certains sont vraiment axés sur la physiologie interne, la préparation de compétition, donc pas mal de domaines variés au final, ce qui permet vraiment d'avoir un panel de possibilités de formation, d'échanges, de questions, de réponses aussi justement aux questions et de vidéos extrêmement variées. Et c'est ça surtout qui m'a vraiment intéressé. En fait, au début, quand du coup Amaury, donc César, est venu me contacter pour ce projet-là, c'était vraiment un projet d'aider un maximum de monde sur une plateforme qui est vraiment sécurisée, vérifiée, où on a des infos qui sont de qualité et pas où tout le monde et n'importe qui au final peut faire partie de la plateforme, parce que la plateforme n'est pas gratuite en soi, et où on pourra traiter d'énormément de sujets selon ce qui sera demandé. Ça, c'était vraiment pour moi un point qui était très très important, parce que le but était vraiment aider un maximum de monde dans le milieu du bodybuilding. Et ça, c'est ce qui reste pour moi le plus important à mes yeux, et depuis toujours au final, pouvoir aider du monde sur plein de sujets différents. Et surtout sur une plateforme qui se rapprochait un peu du style le forum de Train by GP, pour ceux qui connaissent, ou alors la plateforme un peu NBW de AJ Morris et tous les coachs qu'il y a dessus. Et c'était un peu ça vraiment le but, pouvoir centraliser de grosses informations sur une plateforme qui dure dans le temps, qui permet à tout moment, si une personne a un souci, de taper dans la barre de recherche, par exemple, ok, mini-cut par exemple, qu'est-ce que je dois faire gaffe sur une mini-cut, tomber sur des questions par exemple sur le forum qui ont été répondues, ou alors des vidéos qui ont été traitées sur le sujet, ou même simplement poser la question sur le forum et avoir une réponse rapidement, très rapidement, puisque si c'est pas moi qui vais y répondre, c'est un autre coach, ou même si c'est un autre coach, moi je peux aussi y répondre. Et souvent c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait tu peux apporter à chaque fois vraiment ta touche, et un autre coach peut apporter également sa touche, parce que on est 8 coachs compétents dans les domaines, mais on n'a pas toujours forcément la même façon de penser, et c'est normal, et tant mieux, c'est aussi un peu ça le bodybuilding, et ça qui peut être intéressant de pouvoir prendre vraiment les infos et voir ce qui te correspond le plus à ta vision, tes possibilités comparé à ce qu'un coach dit ou ce que l'autre coach peut dire. Donc voilà ce qui m'a vraiment motivé à rejoindre l'Imperium, et ce dont pourquoi j'ai choisi de rejoindre l'Imperium et en faire partie, parce que le contenu ne fait que évoluer chaque semaine, chaque mois, avec des formations, avec des questions, etc. Il y a de plus en plus de monde qui le rejoignent. Donc qui dit plus en plus de monde dit aussi possibilité d'aider de plus en plus de monde, et donc de faire grandir la communauté du bodybuilding. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était très important. Et voilà pourquoi j'ai rejoint, bien sûr, l'Imperium. Donc, tu as le lien, de toute façon, qui est, si jamais, dans la description, si je ne dis pas de bêtises. Et si jamais, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu peux facilement trouver le lien si jamais. Tu as même l'Imperium sur Instagram, si jamais tu veux aller voir. Tu as le code Florian10 aussi, si jamais tu veux rejoindre l'Imperium avec une réduction, soit au mois, soit à l'année, selon ce que tu choisis. Je te le conseille. Sincèrement, je te le conseille, parce que si jamais tu souhaites que tu sois coach en fait ou pas coach, que tu souhaites en apprendre plus, que tu sois compétiteur ou non compétiteur, que tu souhaites en apprendre plus, c'est vraiment un domaine qui est vraiment bien. Que tu sois coaché ou non coaché, ça te permettra quand même d'acquérir des connaissances supplémentaires via potentiellement le coach que tu as déjà, et d'autres coachs également disponibles sur la plateforme, parce qu'il y a toujours la possibilité bien sûr d'échanger et d'en apprendre plus. Et à chaque fois que j'ai eu des retours, c'est toujours des retours très positifs de personnes qui étaient totalement contents de payer ça par mois, totalement contents de ce qu'ils pouvaient trouver sur la plateforme, et à chaque fois d'avoir une réponse à leurs questions. Donc voilà, pour moi c'est la plus grande des gratifications, c'est de savoir qu'un maximum de personnes peuvent être aidées,
via le bodybuilding, via la progression, via le forum, via les, comme j'ai pu dire, via les formations qu'il peut y avoir dessus. Donc c'est vraiment extrêmement bien et c'est ça qui m'a motivé, qui me motive encore plus justement à continuer à travailler du coup avec César et avec l'Imperum en général et tous les coachs dessus. Voilà pour ça principalement. Alors la question suivante, c'était si pendant 2-3 jours, on n'a pas assez de calories, donc par exemple parce que tu es malade, genre 1500 calories de moins, ce qui est souvent possible, hein, doit-on les rattraper les jours suivants en phase de sèche? Et au début, c'était salut Flo, merci pour tous les contenus que tu nous proposes. Donc, déjà, merci pour ta question. Merci également pour ton message. Très content de pouvoir t'aider sur le contenu que je peux proposer, bien sûr, et pour cette question. Alors, il y a un truc qui est. Ok. Donc, là, c'est 1500 calories de moins en phase de sèche. Donc, ça veut dire qu'en fait, ton poids va descendre encore plus vite puisque tu as perdu ces calories-là. Alors, que ce soit en phase de sèche ou en phase de prise de masse, pour moi, si jamais tu as été malade 2-3 jours, c'est pas énorme. Okay, ça arrive d'être malade. À tout le monde, ça arrive d'être malade. Il y a des moments où tu auras du mal à manger. Il y a des moments où tu arrives un peu plus à manger. Tu arrives quand même à te dépenser, mais peut-être pas forcément à manger. C'est pas forcément quelque chose de grave. Si jamais pendant ces jours-là, tu n'as pas réussi à avoir tes calories, voilà, tu n'as pas réussi à avoir tes calories. C'est comme ça. Tu vas recommencer ensuite dès que tu peux remanger progressivement. Mais c'est pas forcément une bonne chose de se blinder le ventre à rattraper ces calories-là, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Ça va bien sûr revenir 2-3 jours. C'est pas 2-3 mois, c'est pas 2-3 semaines. C'est vraiment quasiment rien. Et imaginons une sèche de. Une sèche de. Alors ça dépend si elle est rapide ou pas, mais bref, peu importe. Une sèche de 3 mois par exemple, 2-3 jours, qui arrive une fois tous les perpète au final sur 3 mois, t'imagines? C'est rien au final, c'est rien du tout sur 90 jours. Ça représente allez, 87 jours où vraiment tu vas être à fond, donc c'est-à-dire que c'est énormissime, sachant que la plupart du temps tu seras été vraiment à 100%, donc ça représente rien du tout. Et si c'est sur une phase de prise de masse qui dure par exemple pendant 8 mois, je te laisse faire le calcul, j'ai pas forcément envie là, 8 fois 30 jours ou 30 jours passés, ça fait encore moins, ça fait vraiment encore moins. Et sachant que normalement c'est quelque chose qui arrive une fois tous les, je sais pas, mais ce genre de virus là, on va dire, un peu de grippe, etc., ça arrive une fois tous les 3 ans. Donc ça représente vraiment très 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 peu. Donc prends-le avec, voilà, je suis tombé malade, mon corps en avait besoin, au final de temps, enfin, voilà, mon corps avait besoin de ça, il avait pas forcément faim, j'arrivais pas forcément à me dépenser. Ok, c'est comme ça, c'est pas grave. Ne te torture pas l'esprit, ne cherche pas à tout rattraper. Pendant cette phase-là, continue de bien t'hydrater. Essaye un peu de t'aérer si tu le peux, bien sûr. Et c'est tout. Voilà, profite de ça, fais passer ça. Une fois que tu te sens mieux, quand tu recommences à manger, tu manges. En soi, ça se trouve, tu auras gagné 2-3 jours dans ta sèche, ça sera allé un peu plus vite. Certes, tu n'avais pas forcément toutes tes protéines, donc c'est pas forcément le plus optimal, mais en soi, tu recommences à manger directement par la suite. L'assimilation se fait quasiment direct au final, donc ça va largement compenser le fait que tu aies un peu moins mangé et ça risque même de relancer un petit peu au final la sèche et en soi le métabolisme aussi. Parce que sachant que de toute façon, quand tu es malade comme ça et que tu ne bouges pas, si tu n'as pas faim, c'est pas pour rien. C'est parce que le corps au final, il a quasiment pas besoin de calories à ce moment-là. Si tu es toute la journée quasiment sur ton canapé ou sur ton lit parce que tu es complètement mort, tu es complètement fatigué, que tu arrives à peine à boire, t'imagines bien que ton corps, il n'aura pas besoin d'autant de calories, tu vois. Donc, en tous les cas, généralement, quand tu es malade comme ça, souvent, tu vas transpirer. Bois, ok. Pense à boire avant autre chose. Pense à t'hydrater au maximum. Alors, t'en as pas forcément parlé, mais je t'en parle quand même. Pense à t'hydrater si jamais au maximum. Et voilà, c'est pas grave. C'est 2-3 jours, ça passe. Tu reviens par la suite au combat. Tu recommences à manger. Tu recommences à t'entraîner. Et d'ici une semaine, c'est oublié, tu vois. C'était une mauvaise passe, c'est oublié. Tu recommences et on n'en parle plus. Voilà, aussi simple que ça, ok. Ne pense pas que ce soit grave. Au contraire, ça arrive, c'est comme ça arrive à tout le monde et ça arrivera encore et toujours et c'est rien de grave. Pour la question suivante, c'était pousser une PDM très haut est-il obligatoire pour un pratiquant naturel non compétitif? Alors c'est toujours alors c'est toujours pas évident cette question parce que en fait ça dépendra toujours de chaque personne. Qu'est-ce que pour toi c'est très haut? Tu vois? Qu'est-ce que pour toi c'est très haut? Combien de pourcents à peu près? Et en fait ça dépend. Tu peux pousser une prise de masse très haut, mais si tu continues à t'entraîner dur, tu auras poussé peut-être ton body fat très haut, mais tu auras aussi fait beaucoup de muscles. Et tu peux aussi aller très très vite en body fat parce que tout simplement tu manges bien, mais tu t'entraînes pas assez dur et tu n'as pas assez de volume. Donc ça, c'est important. Si tu es certain d'avoir un bon volume, une bonne intensité, une bonne récupération, des calories adaptées, tu peux pousser ta phase de bulk. En final, ça dépend vraiment de toi. Si tu as un coach, tu es suivi par un coach et qu'il a une vision de t'amener plus ou moins à, voilà, pendant 30-37 semaines, on va faire monter le poids, on va voir où ça en est,
On va voir à la fin comment tu as évolué, etc. Puis la mini-cut derrière, c'est un plan. Si toi, tu n'es pas forcément suivi et que tu as ton plan, c'est de faire une vraie phase de push. En dessous de 30 semaines, c'est un peu pour moi assez compliqué parce qu'en final, tu vas quasiment pas vraiment faire. Enfin, si du muscle, oui, mais ça te servira pas d'être assez fort parce que ce qu'on cherche dans une phase de push, c'est ce que j'ai dit, non? Une phase de push de 30 semaines, c'est d'être fort, d'être vraiment, vraiment fort pendant ces semaines-là et pas attendre, être à peine fort et ensuite arrêter derrière. Donc, même si t'es pas compétitif, ça dépend le physique que tu as, ça dépend le physique que tu veux. Si c'est un physique qui est pas forcément de compétition, bah, tu n'auras peut-être pas forcément besoin de pousser la phase de bulk aussi haut. Maintenant, c'est certain que ta première phase de masse, elle sera toujours un peu plus haut en body fat que le reste. Parce qu'après, tu vas devenir de plus en plus lean, tu vas aussi faire de plus en plus de muscles, donc tu vas pouvoir te permettre d'avoir plus de calories. Et tu vois, sur ta première phase, par exemple, de push calorique, peut-être que par exemple, tu vas perdre tes abdos à 82 kilos, ou peut-être pas forcément les perdre, mais voire moins les abdos et le bas du dos qui va s'encombrer un peu. Mais c'est pas pour autant que tu ne pourras pas pousser la bulle, par exemple, jusqu'à 85 tant que ta ligne est toujours visible. Et ensuite, la deuxième phase de push calorique, bah, possiblement que ton bas du dos et tes abdos, tu vas commencer à moins les voir, voire plus trop les voir vers 84. Ça te fait déjà, par exemple, 2 kilos de gagner en masse plus ou moins lean, puisque du coup tu avances. Et chaque année, justement, ou du moins chaque fois que tu vas faire une phase de masse, elle sera de plus en plus impressionnante. Et au bout d'un moment, tu vas pouvoir te permettre de continuer à faire du muscle sans forcément monter très haut en gras, mais parce que tu es de plus en plus lean. Et ça aussi, faut y penser. Si tu fais tu vois, 65 kilos, mais que tu n'as pas forcément envie de. Enfin, 1m75 par exemple, 65 kilos, et que tu as peur de faire un peu de gras et de dépasser les 70 kilos, bah, c'est sûr que là, vaut mieux manger, tu vois. Vaut mieux manger, vaut mieux aller à 80, quitte à être un peu gras, etc. Mais derrière, pouvoir afficher un poids qui est un peu plus haut et qui te permet aussi de te sentir mieux. Parce que les chiffres restent les chiffres. Oui, tu pourras looker bien, par exemple, à 65 kilos, mais 65 kilos, ça reste 65 kilos. Donc, sur un physique, au-delà par exemple, avoir du pump à la salle, etc., c'est le seul moment quasiment où tu lookeras bien massif, on va dire, et encore. Donc, avoir un look de compétiteur à l'année, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très optimal d'un point de vue progression, d'un point de vue physique, d'un point de vue santé. Donc, ça dépend. C'est ta première prise de masse, ça dépend si c'est ta combienième prise de masse, ça dépend aussi de ton objectif. Son objectif, c'est de ne pas forcément pousser, à toi de choisir. Mais voilà, une prise de masse, l'avantage de ça, bien sûr, c'est que ça t'aidera à être stupidement fort, énormément fort. Et qui dit être fort, dit pouvoir mettre plus lourd, dit pouvoir être plus stable, encore plus lourd, etc. etc., etc. Et voilà, faire du gras, ça ne reste pas à vie. Si tu fais derrière correctement ta phase de cut, le gras il part. Ok. Faire du gras pour devenir plus fort, c'est quelque chose qui a été toujours fait et qui reste fait dans tous les sports au final. C'est juste que derrière, il faut être prêt après à, euh, à cutter, à descendre les calories, à savoir prendre le temps, à pas aller trop vite, parce que c'est souvent ça aussi l'erreur, c'est monter très haut avec le poids du corps et derrière descendre très très vite. Et c'est là justement que tu vas perdre énormément de masse musculaire. Donc il faut savoir prendre le temps de faire une phase de masse, prendre le temps de faire monter le poids et prendre le temps derrière de faire descendre le poids correctement, intelligemment pour progresser au mieux. Voilà. Donc ça a un peu répondu à la question, mais j'ai un peu englobé tout ça. Ça peut être une bonne chose. En étant naturel ou non, dans tous les cas, il faudra faire une phase de masse pour pouvoir monter. Maintenant, ta phase de masse, elle sera à l'effigie, enfin, à l'idée que tu as, toi, d'une phase de masse. Mais si à la fin de ta phase de masse n'est pas encore satisfait, c'est que tu n'es peut-être pas allé assez trop loin ou que tu es allé trop vite. Donc ça sera à voir. Okay, ça sera important d'avoir ta vision et de jusqu'où tu es capable d'aller. On a encore quelques questions. On arrive sur la fin, mais il y a encore quand même pas mal de questions. J'en ai au moins 3-4 à peu près là. La question suivante, c'est vrai que dépasser 2 grammes de protéines par kilo du coup de poids de corps sert à rien car ton corps élimine le surplus. Je vais répondre simplement et rapidement à la question. Faux et archi faux. Parce que au final, il ne faut pas se baser à tout prix sur ce poids du corps. Si ton poids du corps, il est par exemple, alors ça dépend en fait de la dépense que tu as. Ton poids du corps, il est à 75 kg. Tu vas t'arrêter à ces fameux, allez, on va dire 160 grammes de protéines. Ok, 160 grammes de prot. Ok. Sauf que, imaginons que ton poids du corps, il est à 75, que pour prendre du poids, tu dois manger pas mal de calories, genre 4000 calories. Parce que, je sais pas moi, ton métabolisme il tourne et tu t'entraînes fort et que tu as un métier qui te demande
de bouger, etc. Donc, dans ces cas-là, tu vas commencer à monter les 4 000 calories. Donc, tu vas te retrouver à peu près à des lipides vers les 80, les 75-80, peut-être 85, et le reste en glucides. Donc, on est d'accord que si tu fais le calcul là dans ta tête, etc., ou tu commences à calculer devant toi, ça va te faire énormément de glucides. Okay, quand tu commences à dépasser les 500 grammes de glucides et que tu t'arrêtes à ce 2 kilos de protéines par poids de corps, tu vas complètement être faussé. Parce qu'au final, si tu te retrouves à 160 grammes de prot, mais 500 grammes de glucides, si tu commences à faire un peu ton MyFitnessPal, tu vas te rendre compte que tu as quasiment ou tu n'auras quasiment pas de protéines de type animal, qui restent les protéines les plus intéressantes, les plus importantes pour justement la croissance musculaire. Donc au final, ça suffira pas. Ça suffira pas, donc tu vas devoir monter les protéines plus vers les 200, peut-être 220. Et donc si tu fais le calcul, ok, je suis à 75, mais j'ai 220 grammes de protéines, ou là, je suis au-dessus des 2 kilos. Non, ça c'est un... Je sais pas si c'est un mythe ou je sais pas comme quoi, mais il faut juste que ça soit cohérent. Tu vois, ça soit vraiment cohérent en fait avec tes glucides. Parce que plus tu auras des glucides dans ta diète, plus tu vas avoir des protéines qui vont venir dans ces glucides. L'avoine, le riz, etc. Si tu commences à avoir énormément de glucides et très très peu de protéines de type animal, genre tu vois, tu as limite un œuf et 200 grammes par exemple de poulet dans ta diète, ça suffira pas pour avoir des protéines de haute qualité et les protéines qui restent les plus intéressantes et les meilleures vraiment pour la croissance musculaire. Donc là, il ne faudra pas s'arrêter à ce 2 kg de poids de corps. Il faudra monter les protéines en fonction des glucides qui montent. Tu vois, si tu commences à avoir des glucides qui montent, monte les protes. Monte les glucides, monte les protes, monte les glucides, monte les protes. Et au bout d'un moment, ben, voilà, il y a des personnes, même naturelles, qui peuvent facilement avoisiner les 300 grammes de protéines, mais parce que, par exemple, le gars, il fait 1m85, avoisinant les 100 kilos. Si tu fais le calcul, ça fait 3 grammes par poids de corps. Mais derrière, s'il a 700 grammes passés de glucides, ce qui est possible, en état naturel, j'entends bien, si tu es grand, tu t'entraînes fort, etc., tu peux manger énormément, et ben automatiquement, si je m'arrêtais à ce fameux poids de corps, il se retrouverait à 200 grammes de prot. Mais on a de nouveau le même truc, 200 grammes de prot, mais 720 grammes ou 750 grammes de glucides, bah, tu arrives à nouveau à ce point-là où toutes tes protéines quasiment viennent de tes glucides et c'est pas le plus optimal. C'est pas le plus optimal pour la progression, c'est pas le plus optimal pour la croissance musculaire et ce sera pas le bon calcul à faire sur le long terme. Voilà. Donc j'espère que tu as vraiment compris répondu à la question. S'il y a des protéines en trop, de toute façon, à partir du moment où tu as des protéines dans ton alimentation, qu'elles soient hautes ou pas, il faut boire. Okay, et c'est justement si jamais, via l'urine et via l'hydratation, que les protéines partiront. Le but, c'est toujours d'avoir une consommation d'eau qui est assez haute. Plus tu auras des protéines, plus tu vas boire. Tu vas manger, plus tu vas boire, etc. etc. Il faut toujours penser à bien boire et pas avoir peur à tout prix des protéines. Au contraire, ça reste quand même un carburant, ça reste quand même une source magnifique de progression. Donc il faut pas non plus forcément manger trop, mais si vraiment tes sources sont les mêmes, sont bonnes et sont de qualité, c'est aucunement grave de dépasser les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Absolument pas, surtout si tu as beaucoup de glucides. On reste un peu sur la nutrition pour la question suivante. Alors salut et merci pour ta question du coup, Jordan. Peut-on manger varié tant que ça reste dans le total calorique de la journée? Céréales, pain, fromage. Donc, là, on est un peu sur une diète, on va dire, qui est un peu moins fixe, on va dire, un peu plus variée. Moi, pour moi, c'est possible. C'est totalement possible d'avoir une diète qui est variée, donc ça reste effectivement dans les... alors, plusieurs choses. Là, ce que tu as dit, c'est le total calorique de la journée. Donc, pour moi, ça, c'est pas forcément quelque chose à regarder. Ok, 3000 calories de glucides ne sera jamais 3000 calories bien réparties de protéines, glucides, lipides. Jamais, ok? Parce que si tu n'as pas assez de protéines, tu ne progresseras pas. Donc jamais se fier au total calorique. Toujours se fier au total de macros. Ok, j'ai 160 grammes par exemple de protéines. Je garde ça parce que c'est ce que j'avais avant. J'ai 300 grammes de glucides et j'ai 70 grammes de lipides. Voilà ce que dans ma diète variée, pain, céréales, etc., je vais chercher à faire. Je vais chercher à obtenir. Et si ce total-là, alors je n'ai pas le calcul en tête, mais ce total-là fait 3000 et que toi tu vas viser les 3000 avec tout et n'importe quoi, ça c'est mauvais. Okay, ça c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc là, dans ces cas-là, je t'invite absolument pas à varier ta diète si c'est juste viser des calories. Okay, par contre, si c'est viser des macros, là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'être un peu flexible quand tu es en déplacement. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu vas chercher à varier,
plus tu peux te retrouver à te confronter, on va dire, à des problèmes, par exemple, de digestion. S'il y a des choses que tu réintègres, que tu n'avais plus l'habitude, tu peux avoir des soucis de digestion. Et ça peut être un peu handicapant. L'avantage avec une diète qui est assez fixe, mais que tu peux faire varier de temps en temps, ok. Genre, imaginons, une fois, tu as... le matin, tu as par exemple un porridge et finalement tu te dis ok, bon là le porridge il est bien ce matin mais j'aimerais changer. Donc tu vas chercher à avoir des choses qui sont bien, qui t'amènent du bon gras. Ok, tu vas par exemple te faire des œufs avec par exemple avec des protéines. Pour les lipides, tu vas pouvoir mettre par exemple du beurre de cacahuète, mais vu que tu as déjà des œufs, quelque chose qui ressemble on va dire mais qui apporte des bonnes choses. Ok, c'est pas remplacer par exemple l'avoine par euh, un lait bien gras et un beignet ultra fat, tu vois. C'est pas ça que je veux dire. C'est possible, ok, mais c'est pas tout le temps que ça doit arriver. Il faut rester dans quelque chose qui est quand même cohérent et qui amène des bons apports, ok, pour ta digestion, comme j'ai pu dire, et même pour ta santé en général. Le but, c'est pas simplement de manger tout et n'importe quoi parce que ça rentre dans les macros. Ta santé, elle est importante à partir de maintenant et jusqu'à la fin de ta vie. Donc ça, ce sera aussi très important à prendre en compte. Donc tu peux varier. Maintenant, l'avantage que j'ai remarqué depuis pas mal de temps maintenant à avoir une diète qui est plus ou moins fixe, c'est surtout le gain de temps. Tu as tes macros, tu vas dans ton application MyFitnessPal, tu rentres tes macros, ok, ma diète c'est ça, je sais que c'est ça. Tant que mes macros ne changent pas, je mange ça. Et ça, c'est un gain de temps qui est monstrueux. Tu passeras moins de temps en course parce que tu sais que, ok, j'ai 200 grammes de riz en comptant mon repas 1 et mon repas 3 par exemple, tu vois, en comptant mon déjeuner et mon déjeuner et mon dîner, ok. Ça pendant 7 jours, ok. 7 fois le nombre de riz, je sais que le paquet fait ça. Je vais aux courses, j'achète ça comme riz, boum, gain de temps, gain d'argent, gain de tout ce que tu veux. Plutôt que de te dire je vais acheter du riz, peut-être que je vais me faire des pâtes, etc. Non, simple, efficace, t'y vas, tu sais que c'est ça. Et surtout, tu perds aussi moins de temps, par exemple, quand tu fais à manger, quand tu fais tes gamelles ou quand tu fais le dîner du soir. Tu le notes par exemple sur une feuille de papier ou sur tes notes de téléphone. Tu sais que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok, boum, c'est fait, fini. Ok, j'ai gagné énormément de temps. Tu as gagné énormément de temps par exemple pour passer du temps avec ta famille, passer du temps avec ta copine, passer du temps avec tes enfants, passer du temps devant la télé, passer du temps à te reposer. Plutôt que de torturer l'esprit à devoir refaire ton MyFitnessPal, te dire ok, mince, ce soir je veux des pommes de terre, faut tout que je refasse, mais du coup j'ai déjà mangé ça dans ma journée, donc etc. etc. Ça, c'est bien, par exemple, quand tu es en déplacement, quand tu es en vacances. Certains, ça leur convient bien. Moi, je trouve que si tu cherches à progresser, que tu cherches à devenir un bon bodybuilder, que tu cherches à gagner du temps, etc., peu importe que tu sois salarié ou que tu aies un business, bref, peu importe, ça a un gain de temps qui est monstrueux. Okay, donc, varier, c'est bien. Il faut penser à varier. Il faut savoir aussi varier aussi les aliments. C'est pas pour autant que tu as une diète qui est absolument fixe que tu dois pas changer. C'est pas parce que tu as mis des framboises que tu peux pas mettre des fraises. C'est pas parce que tu as mis des brocolis que tu peux pas mettre des courgettes. C'est pas parce que tu as mis du riz que tu peux pas mettre des pâtes. Ok, ça tu peux changer. Il y a pas de souci. Ça dépendra de toi. Ça dépendra comment tu gères. Mais par contre, ne jamais euh, viser des calories, mais toujours viser des macros qui donnent des calories. Ok, on ne veut pas viser des calories, on veut viser des macros qui donnent des calories. Ok, donc tes aliments variés te permettront d'atteindre tes macros dans ta journée, qui atteindront du coup tes calories, mais pas atteindre tes calories qui atteindront juste tes calories, peu importe les macros. Ça, c'est absolument pas à faire. Absolument pas à faire pour progresser. Surtout, surtout, surtout pas. On arrive encore sur la fin, donc il reste deux questions, si jamais. Il reste deux questions. Si jamais tu es toujours là dans le podcast, déjà, merci. J'espère que je peux accompagner tes steps. J'ai eu pas mal de messages là-dessus, comme quoi j'accompagne le cardio ou les steps, ou même les trajets en voiture de certaines personnes. Donc du coup, si actuellement tu m'écoutes, merci. J'espère que j'accompagne bien ton moment, du coup, que ce soit step, que ce soit peu importe. Si jamais tu es encore là, que tu n'as pas mis le petit pouce bleu, si jamais tu es sur YouTube, bah, n'hésite pas à le mettre. Me dire aussi ce que tu en as pensé, des questions, etc. À la fin, si jamais tu y penses. L'abonnement si tu n'es pas abonné. Et si tu es sur Spotify, les 5 étoiles, ça reste quand même très important pour le podcast. Pas forcément une question de reconnaissance ou quoi, parce que ça, je pense pas que ce soit important, selon moi, tu vois. Tant qu'on vient me dire que c'est utile et que ça aide, moi, c'est la meilleure des choses. Mais juste pour aussi pouvoir aider plus de monde. Et ça aidera aussi le podcast à être mis un peu plus en avant s'il y a plus d'étoiles. Si jamais tu es sur Spotify, bah, passe mettre les 5 étoiles. Si jamais tu m'écoutes que sur YouTube, passe vite juste sur Spotify, mettre les 5 étoiles et ensuite retourne vite sur YouTube, tu vois. Ça peut toujours être aidé aussi, bien sûr. Partage-le aux gens qui en ont besoin. Ça peut être cool aussi. Merci en tout cas pour l'écoute. Voilà. En tout cas, fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci pour l'écoute. Et concernant la question suivante, on avait, alors coucou Flo, alors salut du coup, pourquoi tu ne fais pas de course à pied? C'est une question qui m'a fait assez sourire quand je l'ai lu. Pas moquerie ou quoi, mais juste assez sourire parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on voit de plus en plus un peu de
et même des grands champions au final un peu bodybuilding qui partent dans le côté hybride, où on a de la course à pied, on a on a de la natation, on a ce genre de choses. Moi, je ne cours pas parce que tout simplement, ce n'est pas mon sport. Ce n'est pas mon sport, ce n'est pas mon domaine, je n'en ai pas envie. Je suis un bodybuilder. Mon objectif, c'est d'être bon sur scène, d'être extrêmement compétitif sur scène, d'être extrêmement fort, d'être un très très bon bodybuilder, si ce n'est même le meilleur dans les années à venir en termes de placement, compétition, etc. Donc je ne vais pas aller faire un truc qui me éloignerait de cet objectif. Okay, la course à pied, ça me créerait potentiellement à long terme des douleurs aux chevilles, aux genoux, un manque de récupération au niveau des cuisses, du corps en général, beaucoup plus de consommation de calories, donc aussi devoir injecter plus de calories, beaucoup plus de fatigue au niveau de la récupération. Donc voilà pourquoi je ne vais pas courir. On le voit actuellement. Et c'est un exemple qui sera vraiment, vraiment facile à comprendre et très intéressant actuellement au JO. Donc si tu écoutes actuellement le podcast, c'est les JO actuellement. Et si tu regardes, il y a quelques semaines, il y a eu la natation, pour ceux qui ont suivi. Sur la natation, ils ont 4 nages. Okay, ils ont 4 nages. Ils savent nager les 4. Les gars, en soi, ils savent nager les 4. Sauf que, si tu regardes bien, lorsqu'il y a eu les relais, il y a eu 4 mecs et un a fait chaque nage. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, les gars, certes, ils sont bons dans tous les nages, la brasse, le crawl, le dos crawlé, le papillon, mais par contre, il y a un mec qui est meilleur sur le papillon que tous les autres. Pourtant, il sait les faire, mais il est juste simplement meilleur là-dessus. Il y a un mec qui est meilleur sur le dos crawlé que tout le reste, etc. Et c'est normal. C'est comme, tout simplement, tu vas pas demander à un coureur de 100 mètres pourquoi il fait pas de saut à la perche. Pourquoi il fait pas de lancer de javelot. Ben, c'est la même chose pour un bodybuilder. Pourquoi le bodybuilder, il va pas faire de course à pied? Ben, en fait, parce qu'il en a pas besoin. Parce qu'il en a pas besoin et parce qu'on s'en fout. Ça te fait retarder ton objectif, tu vois. C'est comme, ouais, vouloir être bon partout, c'est le meilleur moyen d'être moyen, voire mauvais partout. Ok, pour moi, si tu veux être bon dans un domaine, si tu veux être bon dans la course, tu vas faire en sorte de te renforcer pour la course, oui, mais ton domaine principal sera la course. Si tu veux être bon dans la natation, tu vas faire en sorte de te renforcer pour la natation, mais ton domaine principal sera la natation. Si tu veux être un bon bodybuilder, tu vas faire en sorte de te renforcer, donc du coup de faire du muscle pour le bodybuilding, et ton domaine ce sera le bodybuilding. Donc ça veut dire pousser des poids intelligemment, te reposer intelligemment, manger intelligemment, récupérer comme il faut, etc., 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 jusqu'à devenir le meilleur, être sur scène et tout casser. Et ben c'est exactement ça. Voilà pourquoi je ne cours pas, parce que ça ne me sert absolument à rien. Ce n'est pas quelque chose qui me donne envie, et surtout me servirait pour mon sport. Et c'est un peu ça, au final, être un bon bodybuilder, c'est des fois faire des sacrifices. Te dire, ah ouais, une partie de basket. Non, pas de partie de basket. Actuellement, tu vois, je suis en sèche. J'ai pas envie d'aller faire une partie de basket, potentiellement me faire mal ou alors me créer une fatigue supplémentaire. C'est comme ça. Si jamais c'est quelque chose qui, selon toi, te semble bête et t'empêche de profiter de la vie, c'est que t'es pas fait pour faire du bodybuilding, tout simplement. Vouloir faire plein de choses en même temps, c'est être le meilleur moyen d'être quasiment mauvais partout. Voilà mon point de vue. Et voilà pourquoi je ne cours pas. Alors c'est peut-être un peu direct, c'est peut-être un peu un coup de poing, ou bref, peu importe ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Et les meilleurs bodybuilders sont des personnes qui se dédient à ça, font que ça, vivent de ça. Enfin, pas forcément vivent de ça, mais vivent pour ça et progressent pour ça. Voilà pourquoi je ne cours pas. Pour la dernière question, qui est très intéressante selon moi et où je vais pouvoir exprimer, je pense, pas mal de points de vue et ça dépendra bien sûr aussi de où tu te situes. Du coup, là, c'était salut Flo, donc salut Adrien pour la question. Après une cut, tu préfères partir en reverse diet? Si jamais tu pars en reverse diet, du coup, combien de temps et comment? Ou alors revenir à une maintenance calorique? Et c'était fini par merci pour ton contenu qualitatif. Merci encore une fois pour ton message et pour ta question du coup, Adrien. Là, il va y avoir. Alors, je sais pas s'il y a deux cas de figure. J'en ai deux en tête, mais je pense qu'il y aura plusieurs cas de figure. Alors, ça dépend déjà de ta cut. Est-ce que la cut, ça a été après une compétition? Premier point. Est-ce que la cut, ça a été après une mini-cut? Est-ce que la cut, ça a été juste, pas forcément une mini-cut, mais simplement une cut parce que il n'y a pas forcément une compétition, juste une cut? Et quel est l'objectif derrière? Ça, c'est les points à prendre en compte. Si la cut, elle a été post-scène, donc tu as fait une scène. Okay, là, le plus intéressant à faire, c'est repartir en reverse diet maintien. Donc remonter les calories plus ou moins à maintien où tu te situes au moment de la cut. Donc c'est jamais vraiment très très haut. Et surtout, suivre ça. Ok, suivre ça. Ça peut durer aux mêmes calories pendant un mois et demi. Ça dépend en fait comment tu adhères à ça. Et le plus important, ce sera surtout d'adhérer à cette reverse. De ne pas te jeter sur toute la nourriture et en fait prendre du poids sans que tu le veuilles. Donc là, ça serait intéressant de partir sur une reverse / à peu près maintien calorique pour suivre le poids. Si vraiment le poids il a tendance à redescendre très rapidement parce que tu rajoutes des calories, tu remontes, etc., etc. C'est pour ça que post-prep, c'est très important d'être suivi bien sûr par un coach et c'est surtout important
continue à faire des checks quotidiennement, ok, pendant au moins, allez, ça dépend comment tu adhères, mais 3 semaines, un mois avec ton coach pour voir comment tu adhères à ça, comment le poids monte et comment lui il peut jauger pour que tu puisses partir le plus rapidement possible après en hors saison. Deuxième cas de figure, tu sors d'une mini-cut. Tu sors d'une mini-cut qui va t'amener sur une phase, par exemple, de quasi-prep d'ici 4 mois, 5 mois, ok. Là, ce que tu vas chercher à faire, c'est plus repartir en reverse. Donc, le but de repartir en reverse, ça va être de réinjecter progressivement des calories pour que le poids monte, mais pas trop. Parce que quand tu sors de mini-cut, tu arrives sur une phase de pré-prep et si elle a bien été gérée, tu n'as même pas besoin de faire une pré-prep, tu vas pouvoir quasi directement partir en prep. Donc, tu vois, imaginons que tu es là, tu vises, ok, tu as fini ta mini-cut à peu près à 74 kilos, imaginons. Et 74 kilos, tu sais que c'est ton look à peu près début de prep. Okay, 74 kilos, c'est bien. Ça te laisse à peu près 10 kilos à faire tomber pour être vraiment bien sur scène. Donc tu vas te dire, ok, 74, j'ai X mois là pour remonter à peu près à 80. 80, ça va, ça te fait à peu près 6 kilos de plus. Ça sera des kilos qui seront pris en plus extrêmement bien et extrêmement bons, Sophie, qui te permettront peut-être même de gagner du muscle et en fait finalement pas de démarrer avec un bon look à 74 mais plus à 76. Parce que le corps, il aura une capacité d'absorption qui sera énorme à ce moment-là et il va justement en profiter pour faire monter le poids le plus intelligemment possible. Donc, allez prendre du poids correctement, progressivement. Donc, commencer la reverse, le maintien, etc. et monter les calories pour une phase de un peu de masse. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure que j'ai dit, justement, c'est tu sors d'une cut parce que bah, tu as perdu du poids, tu vois, genre 6 mois de cut par exemple, parce que tu as perdu 20 kilos, pas une compétition, rien, juste parce que tu étais en surpoids par exemple. Là, le but, ça va être d'être intelligent et là, c'est aussi de partir en reverse. Sauf que là, la reverse, c'est un peu la même chose. C'est une reverse qui est la plus intelligente possible. Ça dépendra de comment tu adhères. Entre 2 et 4 semaines, ça peut être intéressant d'avoir une reverse parce que la reverse, ça va te permettre de commencer à réintroduire des calories. Viser plus ou moins un poids qui va stagner. Donc, ce sera un maintien / reverse encore une fois. Poids qui va bien stagner, qui va se jouer sur un mois à peu près à une moyenne de 500 grammes après à 1 kg. Si c'est un mois, c'est 2 semaines, pareil, tu vas viser à ce que le poids il reste plus ou moins stable selon comment tu la gères et selon combien de temps a duré la reverse et selon comment tu te sens. Et selon combien de temps a duré la phase de déficit calorique. Et une fois que ça c'est fait, tu peux repartir ensuite derrière en phase de masse, bien sûr, remonter les calories progressivement. Ton poids a stagné, donc tu relances les calories. Et ensuite, tu vises à prendre à peu près 1 kg, 1,2 kg par mois, classique, pour ensuite partir sur la meilleure phase de masse possible. Donc voilà les cas de figure intéressants, importants à prendre en compte. Ça dépendra à chaque fois, et c'est toujours la même chose, d'à quel point le déficit a été agressif, à quel point il a duré, quel est l'objectif derrière suite à ce déficit et surtout comment tu adhères à ce post-déficit. Parce que le plus important et ce qu'on oublie souvent, c'est comment tu adhères à ça. Comment ton mindset, ton esprit, ta sensation de faim et ton corps gèrent justement ce, par exemple, post-compétition, post-sèche pour justement adapter au mieux si besoin les calories. La reverse ou la phase de masse et la réintroduction bien sûr au fur et à mesure des calories. Voilà pour ça. Je pense avoir bien répondu à toutes les questions, surtout à cette dernière question et avoir pu bien survoler correctement le sujet. Bien sûr, il y a des tas de cas de figure différents et il faudrait vraiment prendre à chaque fois le cas de figure et expliquer d'où il vient, etc. pour bien comprendre. Mais en soi, c'est des cas de figure que j'ai déjà pu voir et surtout mettre en place. C'est pour ça que je me suis fié en fait à vraiment J'avais à chaque fois dans ma tête, tu vois, des personnes à qui je voyais avoir mis ça en place. Donc c'est pour ça que je sais de quoi je parlais dans ce domaine-là, tout simplement. Donc voilà pour ça simplement. Voilà pour le podcast. On est sur un podcast de bientôt presque 1 heure là, donc un podcast un peu plus long. Vraiment, vraiment cool d'avoir de plus en plus de questions, de pouvoir répondre à toutes ces questions-là. On arrive sur le mois de septembre d'ici peu. Si ton objectif c'est alors pas forcément juste parce que c'est le mois de septembre, mais ton objectif c'est de préparer une compétition, préparer une sèche, que ce soit un push calorique, donc une prise de masse bien sûr, une recomp, que tu souhaites réellement progresser, que tu souhaites progresser dans le bodybuilding, en apprendre plus et devenir la meilleure version de toi-même, que ce soit compétition ou non, tu peux rejoindre la Team Flow. Tu peux du coup postuler pour rejoindre la Team Flow et travailler soit avec moi, soit avec Axel, bien sûr selon les objectifs, selon le temps que prennent aussi les objectifs. Donc tu as un lien bien sûr en description, un formulaire à remplir. Je me chargerai de te contacter au plus vite dès qu'il sera rempli pour qu'on puisse en discuter.
S'il y a des questions, tu peux également me contacter sur Instagram ou quoi que ce soit. On prendra le temps d'en discuter, de mettre en place un visio, un rendez-vous pour regarder ensemble les objectifs, comment ça se passe et comment, bien sûr, on pourrait t'aider au mieux pour arriver vers nos objectifs et progresser le plus rapidement et le mieux possible, bien sûr. Merci encore à tous pour l'écoute. Tous les liens, bien sûr, comme j'ai pu dire, sont en description. Si tu es sur YouTube actuellement, comme j'ai déjà pu dire, le petit pouce bleu, l'abonnement si jamais et le commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, tu sais que c'est sur Instagram, sur la FAQ qui est mise à peu près 2-3 jours après la sortie du podcast, plus ou moins. Donc voilà pour ça. Si c'est sur Spotify, bien sûr, c'est la même chose. Il y a des liens normalement dans la description. Il y a également la possibilité de me dire ce que tu en as pensé, les 5 étoiles si jamais, et à très vite sur le podcast, au-delà des entraînements bien sûr. Allez, ciao, merci pour l'écoute.